Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Aujourd'hui c'est la dernière de la semaine parce qu'on est le mercredi. Et oui, ça passe tellement vite. Alors on est le mercredi 7 décembre 2022, on est ensemble pour 1 heure de direct. Alors vous pouvez nous appeler pour nous poser des questions, pour partager avec nous vos expériences au 021 23 98 91, 021 23 98 91. Et le thème du jour est le suivant: l'art-thérapie pour libérer les souffrances. Alors l'art-thérapie, cette forme de soins dont on ne parle pas assez souvent malheureusement. L'art ouvre une capacité à s'émerveiller à nouveau du monde, à exprimer ses émotions à travers les couleurs, à reprendre le rythme avec la musique par exemple. Les études disent qu'une vie sans musique aurait indubitablement un impact sur nos neurones, sur notre intelligence, l'expression de nos émotions, nos apprentissages, nos relations sociales, sur notre vie tout simplement. Et nous allons en parler aujourd'hui avec nos invités, nos spécialistes qui sont aujourd'hui sur le plateau. Alors j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Madame Fadela Aliwa. Vous êtes directrice d'école d'art et art thérapeute. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Merci. Avec nous aussi Dr Mouloud Ounougan, vous êtes neurochirurgien, musicien et écrivain. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous et bienvenue à tous les téléspectateurs de Canal Algérie. Merci. Et avec nous bien sûr Wahida Salem Sherif. Wahida, bonjour. Bonjour Mounia. Ça va? Alhamdulillah, tranquille. Très bien. Alors aujourd'hui dans ta rubrique Wisher, on va parler de loisirs créatifs. Oui, on va bien s'amuser toi et moi. On va apprendre des choses aussi sur certains collègues. Donc aujourd'hui je vais vous proposer des activités créatives que nous pouvons réaliser chez soi avec nos petits moyens, tout simplement. Voilà, à la maison, avec les enfants ou seuls, juste pour se faire du bien. Exactement. Super, très bien. Alors, ma première question, c'est qu'est-ce que l'art-thérapie et depuis quand ça existe, docteur? Alors, l'art-thérapie, c'est quoi? C'est une médiation artistique. Elle est destinée pour des personnes en difficulté psychique ou bien des difficultés physiques ou psychosociales. Alors, l'art-thérapie utilise en général, comme son nom le dit, plusieurs branches de l'art. Par exemple, le coloriage, elle peut utiliser donc des dessins, de la sculpture. En fait, le but de l'art-thérapie, c'est de mettre ces gens en difficulté, c'est de pousser à une création, mais pas dans le sens esthétique. C'est de pousser ces gens-là à faire une création. Et cette création-là, c'est une forme d'auto-guérison en quelque sorte. Alors, il faut savoir qu'en 1919, un des précurseurs, c'est Prinzhorn, qui est un psychiatre allemand. À l'hôpital de Heidelberg, il a recueilli plus de 4500 sculptures qu'il a après mis dans son livre, qui est un livre fondateur d'art-thérapie, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'atelier encore d'art-thérapie. Et donc, il recueille 4500 collages, sculptures, etc., qu'il va analyser dans un livre fondateur qui s'appelle Expression de la folie, qui est sorti en 1922. Je pense que Prinzhorn, c'est un des précurseurs, justement, de l'art-thérapie. Très bien. Et voilà. J'allais dire docteur, mais oui, on peut dire docteur, c'est thérapeute. Et c'est une forme de médecine, l'art-thérapie. C'est pas une médecine classique, on va dire. Est-ce qu'un jour elle serait considérée comme une médecine comme les autres médecines, enfin classiques? Que ce soit l'art-thérapie ou la musicothérapie, malheureusement, c'est une discipline qui est méconnue chez nous et qui n'est pas encore enseignée chez nous. Et pourtant, c'est une thérapie, c'est une thérapie qui n'est pas pharmacologique. Donc, on a tout intérêt à ne pas prendre de médicaments. Donc, d'où l'intérêt, je pense, d'encourager, de vulgariser justement, que ce soit l'art-thérapie ou la musicothérapie. D'ailleurs, par rapport à la musicothérapie, un petit mot, c'est quoi? La musicothérapie, c'est la même chose. C'est l'utilisation de la musique à des fins thérapeutiques. La musicothérapie, c'est quoi? C'est améliorer, maintenir ou bien stabiliser l'état de santé d'une personne en difficulté, qui est psychologique, psychosociale, voire existentielle. La musicothérapie, donc on peut procéder de deux manières. Il y a ce qu'on appelle la musicothérapie active. Vous avez entre le thérapeute et le patient un intermédiaire qui est un instrument de musique. Par exemple, vous pouvez avoir Derbuka ou une guitare. Vous prenez un enfant qui a des difficultés à parler pour exprimer ses émotions. Il va tapoter sur cette percussion et on va avoir une idée de ce qu'il souhaiterait. Pour ce qui est de la musicothérapie passive, je pense qu'on l'applique chaque jour, c'est écouter passivement de la musique, soit pour se relaxer, ou bien quand on veut pousser plus loin pour avoir une approche psychanalytique, c'est-à-dire retrouver des dysfonctionnements émotifs qu'on va après restructurer.
D'accord. Voilà. Alors souvent on dit, j'avais laissé cette question pour tout à l'heure, mais souvent on dit que quand on est triste, il faut écouter de la musique joyeuse pour se remonter le moral. Oui. C'est vrai? Ça marche? Classiquement, c'est ce qu'on dit. Hein. Oui. Donc après, il y a beaucoup de remises en question parce que dans la majorité des livres en neurosciences ou là, en musique, on dit le mode majeur c'est un mode gai et le mode mineur c'est un mode triste. Alors que c'est pas tellement juste parce que la musique c'est tellement vaste. Il y a des tonalités qui n'obéissent pas à ces harmonies. Vous allez prendre par exemple des systèmes pentatoniques ou des systèmes au quart de temps où il n'y a pas ces histoires de majeur et mineur. Donc après, c'est laissé à l'appréciation de la personne. C'est pas, vous savez, la perception diffère d'une personne à une autre. Hein, c'est en fonction de son vécu, de ses expériences, etc. Mais sinon, après, c'est en fonction de ce qu'on apprécie, de ce qu'on aime, qu'on pourra établir un protocole de relaxation musicale. Très bien. Alors, Madame Fadela, comment vous êtes venue à l'art-thérapie? Comment que ça s'est passé? Comment vous êtes dit l'art-thérapie c'est bien, je vais en faire une école et tout ça? Donc, ce fut après un vécu personnel. Étant maman d'enfants différents, j'ai utilisé cette technique, cette approche pour faire du bien à mon enfant avant tout. J'ai ma fille qui a un des troubles de dysfonctionnement neurologique, qui est la dyspraxie. Et donc, en voulant stimuler ses émotions et puis lui donner l'envie de participer aux ateliers de thérapie cognitive, que j'ai tenté cette approche et elle a été vraiment, franchement, un succès immense. Je l'ai vu évoluer, je l'ai vu répondre aux objectifs thérapeutiques de cette approche. Et donc, je me suis formée et j'ai voulu faire plus. Et donc, de là, l'école est née. Et donc, on travaille avec des personnes qui sont dépressives ou qui traversent un cancer, qui traversent des pathologies très, très lourdes, comme les personnes qui ont des besoins spécifiques. Donc, à travers la médiation artistique, ils s'expriment, ils font face à leurs émotions, à leur mal-être, ils le verbalisent. Et à travers la création, en fait, il y a cette réflexion de questionnement sur le bien fondé de l'épreuve, comment ils sont en train de la vivre. Et puis, on leur apprend à y faire face. Ça leur fait du bien. Oui. D'accord, ce n'est pas dans un cadre conventionnel, ils sont à l'aise. Ce n'est pas strict, ce n'est pas... Tout à fait. Ils sont vraiment dans une approche positive qui fait du bien. Très bien. Voilà. Il faut savoir que vous avez fait du droit, vous. Donc c'est vos enfants, en quelque sorte, qui vous ont poussé vers l'art-thérapie. Tout à fait. C'était une reconversion professionnelle parce que c'est mon rôle de maman. Ma fille avait des besoins spécifiques et dans la capacité de trouver justement dans mon entourage la réponse à ces besoins-là, j'ai fait des recherches et j'ai voulu me former pour répondre à ces besoins. Donc c'est l'instinct maternel qui m'a poussée avant tout. Mais après, voyant qu'il y a beaucoup d'enfants qui en pâtissent, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin justement de cette thérapie positive qui leur fait du bien, qui les rend joyeux, qui les pousse à faire face à leurs épreuves, à leur handicap, leurs difficultés, mettre des mots sur leurs mots. À verbaliser leurs émotions justement. Des fois, on est fatigué de batailler, on est fatigué d'être structuré, de suivre une routine qui nous encadre. On n'a pas envie, on rejette. Donc, à travers la médiation artistique, il y a cette joie, ces notions de joie qui font qu'on a envie de faire l'effort, on a envie de continuer. Et donc, on n'a pas forcément envie d'en parler, parce que même parler, ça va. On a envie de l'exprimer comme ça nous ferait du bien, soit par le dessin, par la musique ou autre chose, exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de nos émotions. Tout à fait, exactement. On ne cherche pas qu'ils fassent des créations jolies, qu'ils soient des artistes, mais en fait qu'ils s'expriment à travers l'art, à travers la poterie, à travers la musique. Ça leur fait du bien. La création est discutée, bien sûr, mais en fait, c'est une analyse de leurs émotions, voilà, pour pouvoir avancer et continuer à faire face à leurs besoins justement spécifiques. Très bien, magnifique. Alors, ce que je vous propose, c'est de suivre un reportage de la journaliste Lamia Bedbouda et on se retrouve tout de suite après. On se désinfecte les mains avant d'entrer dans le studio poterie d'Amine Chawati. Après une formation de 5 ans dans les arts de la céramique, Amine ira même perfectionner son art en Chine. Mais d'abord, tout jeune, il a baigné dans une ambiance artistique. J'ai fait l'école des beaux-arts, option céramique.
Et en même temps, j'ai baigné dans une famille d'artistes, puisque mon papa, ma maman et toute ma famille sont dans les arts. Et particulièrement mon grand-père qui pratiquait la céramique en hobby. Donc ce n'était pas vraiment son métier, mais quand j'étais jeune, chaque week-end, j'allais chez lui et je le voyais avec ses calques, sa faïence, ses oxydes et tout. Quand on est enfant, j'étais très jeune, et donc je le voyais très passionné par ce qu'il faisait et tout. Ça reste beaucoup, oui. J'ai des images en tête de mon grand-père en train de faire ses carreaux. J'ai coupé comme ça pour vous montrer que les épaisseurs sont identiques. Boudiné, tournazé ou tournacé, barbotine, des termes qui font partie du glossaire de la céramique que ces passionnés apprendront en suivant les gestes et les cours techniques de l'artiste. Vraiment, c'est passionnant et j'ai même ramené ma fille et que j'encourage à en faire pour en faire un métier. Je veux que ma fille soit la future Frida Kahlo. C'est la première fois, donc je découvre les sensations. Bon, le fait d'exercer, ça me permet puisque la texture elle est un peu lisse, donc ça me permet de déstresser, il y a des ondes positives qui sortent. Et voilà, c'est tout bonheur. L'artiste a plus d'une corde à son arc, puisqu'il a réussi, après plusieurs années de recherche sur des pâtes céramiques, à créer un creuset en grès pour la fusion de l'or, un produit 100% algérien. Moi, au début, j'utilisais de la matière importée pour produire. Après, je me suis mis à la recherche de matière et à produire mes propres pâtes céramiques. Et je me suis orienté vers le technique. Alors j'ai réalisé des grès et des pâtes céramiques techniques pour faire du creuset de fusion. Et donc je produis de la terre pour faire du creuset de fusion pour les métaux et je produis du creuset pour l'analyse de l'or. Si vous voulez jouer à Prométhée, Studio Poterie est l'endroit rêvé. Même si ce qui sortira d'entre vos mains n'est pas forcément une œuvre d'art, le bonheur est là et c'est l'essentiel. Alors quand on travaille la terre, on fait peut-être un travail de transmission. À travers les objets que je fais, je transmets aux gens peut-être du bonheur, peut-être des émotions. Alors, comme on le voyait dans le sujet, le potier, c'est ça, a baigné dans une famille d'artistes. Est-ce que ça aide justement, le fait de baigner dans une famille d'artistes ? Nécessairement qu'il va y avoir de l'émulation. On connaît plein de familles de père en fils qui sont artistes et donc une fois que vous avez cette émulation, donc l'apprentissage va se faire sans effort en quelque sorte. D'accord. Voilà. Oui. Tout à fait. Moi, dans ma famille, il y a beaucoup d'artistes. Et moi-même, étant manuelle, ça a beaucoup aidé ma fille. Donc, on ne cherchait pas qu'elle soit artiste ou qu'elle ait des prédispositions ou un entourage qui favorise. On n'est pas forcément artiste, mais à travers la médiation, on s'exprime. Donc, elle faisait des dessins cabossés, pas beaux. Elle trouvait ça moche, donc elle ne voulait pas dessiner. En l'encourageant, en travaillant l'estime de soi, en l'aidant justement à expliquer, à exprimer ses émotions, qu'elle s'est améliorée toute seule, qu'elle ait eu envie, avec ses bons ondes, de faire mieux, de verbaliser encore plus. Donc on n'est pas forcément entouré d'artistes pour pouvoir faire de la médiation artistique. Exactement. Parce qu'elle a un objectif thérapeutique justement. À quel âge on peut commencer justement ? Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Vous savez que
0, dès la naissance, pas à la naissance, mais bon, dès qu'on peut donner, par exemple, un enfant qui peut faire des traces de peinture comme ça. En tout cas, pour la musique, dès l'âge de 3 ans, on peut commencer déjà, ne serait-ce que par écouter, par apprécier les différentes tonalités, les différents timbres des instruments de musique, la perception musicale, puis l'éveil musical. Et puis, dès que la motricité un petit peu se met en marche, on commence à faire un instrument, la pratique d'un instrument. Après, on en parlera justement des bénéfices. Pourquoi Justement, parce qu'on commence déjà avec la musique, on commence très tôt avec les cantines. Ouais. On commence déjà à chanter. Quand on parle aux enfants, on chante avec eux et on voit la réaction que ça suscite chez eux. Tout à fait. En tout cas, en parlant de pratique musicale et en parlant de pratique instrumentale, aujourd'hui, beaucoup de recherches et beaucoup d'études disent que plus on fait de la musique, plus on développe certaines capacités. Alors, qu'est-ce qui se passe quand nous apprenons, par exemple, un instrument, de la guitare ou quoi? Alors, il faut savoir que chaque membre de notre corps est représenté dans le cerveau. Hein. Oui. Donc, la main, elle est représentée au niveau du lobe frontal, la main droite, c'est à gauche, le pied, etc. Et quand on pratique la musique, il va y avoir ce qu'on appelle une plasticité, c'est-à-dire une connexion de neurones, des synapses qui vont se former. Et quand on pratique beaucoup, il va y avoir donc, à l'IRM, on peut voir un épaississement du cortex du cerveau. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Alors, une des études qui dit que c'est utile de faire de la musique, c'est l'étude de Krista Hyde en 2006. Elle a pris 30 enfants de 6 ans qui ont fait du piano pendant 15 mois, 15 ont pratiqué et 15 n'ont pas pratiqué. Alors, et puis, avant de commencer cette étude, elle les a soumis à une IRM du cerveau, à une IRM morphologique. Elle a mesuré le lobe frontal, elle a mesuré toutes les structures du cerveau. Alors, après 15 mois, les enfants qui ont pratiqué, elle a trouvé qu'il y avait une épaisseur des régions impliquées dans la motricité et dans l'audition et dans l'émotion qui était élevée. Alors, ça c'est bien, ça c'est la constatation physique. Mais le bénéfice, c'est quoi? C'est qu'il y a des transferts. Après des tests, elle a remarqué qu'il y a des tests de discrimination auditive, c'est-à-dire qu'ils perçoivent mieux le son et ils ont une agilité des doigts. Donc c'est vraiment utile à 6 ans, 15 mois du piano et vous allez avoir ces bénéfices. On peut même avoir d'autres transferts, c'est-à-dire des bénéfices pour la lecture, par exemple. Hein. On peut avoir beaucoup de bénéfices pour la lecture. Il y a d'autres études qui ont été faites aussi en 2003 par l'IRM fonctionnel. L'IRM fonctionnel permet de voir en temps réel quelles sont les zones du cerveau qui sont incriminées dans un apprentissage. Pour les musiciens besogneux, par exemple, quand ils pratiquent de la musique, on a remarqué que le cortex auditif, il est augmenté de 130% dans l'étude de Schlog et le moteur aussi, la région motrice, elle est augmentée aussi. Et bien sûr, la région qui va nous intéresser, c'est l'hippocampe. Il y a une neurogénèse. L'hippocampe, c'est le noyau qui est responsable de la mémoire, qui va s'atrophier dans le cas de la maladie d'Alzheimer. Dans ceux qui pratiquent la musique, l'hippocampe est plus développé, donc il va devenir plus résistant. On prévient en quelque sorte la maladie d'Alzheimer si on fait de la musique? Tout à fait, on en parlera en détail tout à l'heure, mais tout à fait, il y a des études qui disent que ceux qui pratiquent de la musique, ils ont moins de risques de développer la maladie d'Alzheimer. Et ceux qui pratiquent, c'est l'étude qui a été faite en 2010 par Hervé Platel. Et ceux qui écoutent justement de la musique, est-ce que ça a un bénéfice aussi d'écouter sans la pratiquer? Vous savez, plus vous sollicitez votre cerveau, plus les aires du cerveau, plus les régions du cerveau sont sollicitées, plus il y a des connexions, il y a une neuroplasticité qui s'établit. Donc, entre écouter et pratiquer, donc vous imaginez quand on pratique, on sollicite énormément de régions, il y a des connexions très importantes. D'ailleurs, à ce sujet-là, dans les années 70, il y a aux États-Unis, Albert Martin, qui est un neurologue, a mis au point ce qu'on appelle la thérapie mélodico-rythmique. Il a remarqué que les gens qui ont une aphasie, un trouble d'élocution, après un AVC, il leur faisait faire cette thérapie mélodico-rythmique, c'est-à-dire celui qui ne parle pas, il pouvait chanter. Et donc, en faisant chanter les aphasiques après un AVC, il a remarqué qu'ils s'amélioraient. Pourquoi? Il faut savoir que la zone du langage qu'on appelle le Broca est relié à la zone de compréhension qu'on appelle l'aire de Wernicke par des fibres, par un câblage, qu'on appelle le faisceau arqué. Et bien justement, quand il y a un AVC et quand il y a une aphasie, ce câblage il est altéré. Et justement, ceux qui pratiquent
ce chant. Et ceux qui font cette rééducation orthophonique, ils vont développer ces faisceaux archés, donc ça va être un gage de récupération de l'aphasie. Donc vous voyez déjà qu'on commence à rentrer dans la thérapie, donc comment on peut utiliser la musique pour soigner. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Oui, et on peut utiliser aussi le dessin, le modelage, tout peut aider à aller mieux. Tout à fait. En fait, à partir de l'âge d'éveil, 18 mois et plus, l'enfant est dans la curiosité de son environnement. Il commence à explorer son monde et c'est à partir de là où il a besoin d'être guidé justement par cette créativité à travers des travaux manuels, du bricolage artistique, la pâte à modeler, sous la surveillance des parents, bien sûr, sous la supervision des parents ou au milieu collectif avec des professionnels du secteur. Vos plus jeunes, on va dire élèves, on ne va pas dire élèves, mais les plus jeunes qui viennent dans votre école, ils ont quel âge? On a 5-6 ans. À partir de 5-6 ans, ils viennent. Donc déjà, il y a le milieu collectif qui est favorable à l'animation artistique. Donc ils ont envie de partager, d'échanger. Et puis, à travers les activités, donc on voit qu'il y a un esprit de compétition qui se développe. Et ils ont bien envie de réaliser, de finaliser leur création. Et ça, c'est beau, parce qu'en fait, à l'école, dans un cadre scolaire, bien sûr. Voilà, il n'est pas là pour s'exprimer, donc il est là pour apprendre. Voilà. Oui. Mais à l'école, dans votre école d'art-thérapie, il est plus là pour s'exprimer, pour... Tout à fait. Développer ses sens, et son sens de communication, l'estime de soi. Ça fait énormément de bien. Donc, les enfants, quand ils sont en groupe, ils voient qu'ils sont pas marginalisés. Oui. Ils sont insérés et alors ils participent. Et ça aide à la sociabilisation, surtout pour les enfants timides, par exemple. Tout à fait. Et même pour les enfants autistes, quand on s'y prend tôt, on anticipe en fait que l'état sur un plan scientifique se détériore. Oui. Donc avec la médiation artistique, que ce soit à travers la poterie, à travers la peinture, le dessin, la musique, la lecture, sous forme de club littéraire où ils travaillent l'élocution, l'estime de soi, les jeux de rôle et du théâtre, l'enfant en fait il stimule tous ses sens. Et donc il participe avec là, ça freine. Et ça améliore en même temps. Il y a deux choses qui se chevauchent, deux actions qui se chevauchent en même temps. Et cette réponse-là, cet éveil-là, aide énormément. Ça veut dire qu'on prévient de l'état qui se dégrade d'un enfant autiste ou trisomique. Qui a des besoins justement, spécifiques. elle me tend la perche pour parler de l'autisme, justement. Justement, on va parler de l'autisme, mais on a un appel téléphonique. On a Sedjia qui est avec nous par téléphone. Bonjour Sedjia. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Ça va, je vous remercie et vous? Alhamdoulilah, tout va bien. Alors, on parle d'art-thérapie. Est-ce que l'art vous a aidé justement à aller mieux? Pardon? Est-ce que l'art vous a aidé à aller mieux? Ah oui, bien sûr. Bon, d'abord, je suis une femme qui travaille. Première des choses, c'est-à-dire qu'il y avait trop de stress. J'étais trop dépassée par le travail, la maison, les enfants et tout ce qui s'ensuit. Le cas de toute femme algérienne qui travaille. Oui. Et puis par la suite, je me suis dit, il faut faire quelque chose, il me faut un échappatoire. Donc j'ai trouvé l'art thérapie, cet art que j'adore d'ailleurs. Oui. Et dès que je me suis intégrée, si j'ose dire, je me suis vraiment retrouvée, sincèrement retrouvée. C'est une thérapie de groupe. Il y avait plein de femmes avec moi qui travaillaient, qui étaient en retraite. Et on échangeait des idées, des discussions, des petits déjeuners, des dessins. C'était top. Sincèrement, c'était trop beau et je me sentais très bien. Qu'est-ce que vous faisiez justement le dessin? C'était quoi au juste la pratique? Je faisais du vitrail, c'est-à-dire du dessin sur du verre. Très bien, magnifique. Ah, c'était trop beau, c'était trop bien, c'est vraiment magnifique. Sincèrement, magnifique. Très bien. Et maintenant, vous continuez toujours à le faire? Est-ce que c'est quand vous allez mal que vous le faites ou c'est devenu une habitude pour vous?
Maintenant, c'est devenu une habitude parce que quand je le fais pas, d'ailleurs, bon, quand je le fais pas, je suis pas bien, je suis un petit peu nerveuse. C'est devenu pratiquement comme si j'étais droguée. Il me fallait faire ça pour que je m'échappe de mon stress, que je me retrouve avec mes enfants, la maison et tout, le travail. Vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Hein, c'est une sorte d'antidépresseur pour vous, surtout avec les belles couleurs et tout ça, marier les couleurs. Oui, tout à fait. Mais c'est trop beau et c'est magnifique. C'est-à-dire il faut le faire, il faut être dedans pour sentir ça. Sincèrement. D'abord, il faut aimer. Parce que moi, j'aime bien, j'ai un penchant de dessin et tout ce qui s'ensuit. Mais c'est une thérapie de groupe. Voilà, je dirais que c'est une thérapie de groupe. Très bien. C'est trop bien, oui. Trop bien. Merci à vous, Sadia. Merci. Je conseille toute femme, même si elle est à la maison, qui ne travaille pas, il faut trouver un échappatoire, il faut trouver une thérapie dans ce genre comme ça pour s'échapper et travailler et vider la tête un petit peu. C'est vrai. Merci encore, Sadia, pour votre témoignage et bonne continuation. Merci encore. Bonne continuation, au revoir. Je vous en prie, au revoir. C'est une sorte de thérapie, voilà. Ce qu'on dit. C'est un antidépresseur. Tout à fait. Voilà, c'est une thérapie de groupe. On a des enfants, on a des ados, on a des jeunes adultes et on a des seniors à l'école. Donc, surtout les retraités aussi. Pas forcément, il y a des mamans qui s'ennuient une fois à la retraite et qui dépriment un peu du vide. Voilà, donc ils viennent, quand je vous ai dit, l'atelier, il est ouvert à tout le monde. C'est-à-dire qu'on a des besoins spécifiques ou qu'on est à la maison, on a envie de changer, on a envie d'apprendre un métier, par exemple. Parce qu'il y a le volet artisanat, justement, qui est une valeur ajoutée à la thérapie par les arts plastiques. Donc, ils viennent, ils échangent, ils apprennent des choses. Et puis, des fois, quand il y a la fusion des groupes, parce qu'on a envie, en fait, de pousser, par exemple, la jeune génération à s'impliquer en société, donc encadrer les petits. Faire les travaux ensemble, quand on fait par exemple la confection de bijoux, quand on travaille des choses assez élaborées, il aide pour la finesse, pour la motricité fine et tout. Papa et enfant, maman et enfant, on peut venir en famille. Oui, tout à fait. Oui. Grands-parents, petits-enfants, parents, enfants, ça consolide les liens. J'allais dire, voilà. Tout à fait. Donc, dans cette démarche, justement, on voit que les jeunes habitués aux écrans, à la vie tactile, ils réintègrent la vie sociale, le contact physique et ils se découvrent des potentiels qu'ils savent pomponner, encadrer des enfants. Ils ont cette prédisposition à être des guides. Ouais. Donc, la thérapie, elle touche plusieurs volets. Ça veut dire que même cette estime de soi, renouer avec son soi intérieur qui se travaille au fil des séances. Et il y a le bénévolat à côté, donc dans les sorties pédagogiques de l'école, quand on sort de faire du terrain et faire des activités thérapeutiques. Donc, ça fait du bien à soi et à son entourage, ce qui est très bien. Alors, tout à fait. Vous vouliez revenir sur l'autisme. Oui, avant l'autisme, je remercie le témoignage de la dame. Au fait, moi j'ai saisi la notion de dépendance et je voudrais parler de ça. Parce qu'au fait, quand on est devant soit un tableau, ou quand on fait de la musique, ou quand on écoute de la musique, quand l'expérience esthétique est favorable, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? Il y a la fameuse symphonie neuronale. C'est quoi au juste? C'est-à-dire quand on est ému, ou là, quand quelque chose nous plaît énormément, il y a libération par notre cerveau d'un neurotransmetteur qui s'appelle la dopamine. La dopamine, c'est le plaisir. L'hormone du plaisir. L'hormone du plaisir. Le système de récompense, il est mis en branle. Le système limbique qui gère l'émotion aussi, il est mis en branle. Vous avez les poils qui s'hérissent. Vous avez donc c'est la musique. Des émotions, vous pouvez même avoir une petite larme. Vous pouvez avoir une larme. Alors, justement, le système limbique, c'est lui qui prend en charge la gestion de l'émotion. Quand la musique, quand le tableau, ou quand la plastique de quelque chose nous émeut, il y a ce qu'on appelle le système parasympathique. C'est un système neurovégétatif qui va être mis en branle. Qu'est-ce qui va se passer? La fréquence cardiaque va diminuer, la fréquence respiratoire va diminuer, on est détendu. Et je peux vous dire que même une branche de ce système parasympathique va aller stimuler les cellules Langerhans pancréatiques et la glycémie va diminuer. Oui, quand on est en face de quelque chose qui nous émeut,
la glycémie, le sucre dans le sang va diminuer. C'est le système parasympathique. Et ça va tamponner le système sympathique qui, lui, va s'allumer en situation de stress, d'angoisse. D'accord. Oui. Et là, il faut l'éviter parce que le cortisol est nuisible pour notre santé. Voilà. Ça, c'est une parenthèse pour dire c'est important de se détendre, de se relâcher. Et parce que la dopamine, c'est le neurotransmetteur du plaisir. Il est libéré dans notre organisme. Mais il faut savoir que quand cette circulation de dopamine elle est entravée, qu'est-ce qui va se passer? Il y a la somnolence, il y a des troubles moteurs. Et il y a les tremblements comme ceux qu'on observe dans la maladie de Parkinson. Voilà. Oui, tout à fait. Et donc, c'est important de se détendre et d'écouter de la bonne musique. Maintenant, pour rebondir par rapport à l'autisme, qui est un trouble neurodéveloppemental qui est assez fréquent quand même chez nous, avec l'avènement de l'IRM fonctionnel, on commence à avoir une imagerie typique de l'autisme. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez le lobe frontal qui est hyper connecté, mais les liaisons avec les autres aires sensorielles sont amoindries. Récemment, je veux dire, il y a quelques temps de cela, j'avais lu une équipe de Marseille a découvert un marqueur radiologique qui est visible chez 50% des autistes, c'est-à-dire qu'il y a une diminution de la profondeur des sillons au niveau du lobe du langage, le lobe de Broca qu'on appelle le sulcate-pite. Il est présent dans 50% des cas. Et l'IRM va permettre de voir, par exemple, qu'il y a une diminution de perfusion de sang dans certaines régions en rapport avec le comportement, en rapport avec le langage. Il y a ce qu'on appelle le cortex temporal supérieur. Et le cervelet, en général, il est hypoplasique. Le cervelet, c'est l'organe qui se trouve en arrière du cerveau, qui est l'organe qui est responsable de l'équilibre. Et chez certains autistes, donc il est diminué de volume. Alors, c'est quoi l'intérêt de tout ça ? L'intérêt de tout ça, c'est pour avoir une approche holistique, c'est-à-dire une approche globale. Quand vous allez mettre en place un système de musicothérapie, par exemple, j'ai un cervelet qui est responsable de l'équilibre et de la synchronisation entre les membres. Je vais donner, par exemple, une percussion à un autiste. Je vais essayer de provoquer une neuroplasticité, c'est-à-dire une connexion nerveuse. Déjà, c'est double but. On va provoquer cette neuroplasticité, cette connexion synaptique, et en même temps, on va essayer de verbaliser ce qu'il ne peut pas dire à travers de la musique. Et l'activation sensorielle et somatique sont de puissants vecteurs de neuroplasticité, c'est-à-dire de connexion synaptique. Donc, d'où l'intérêt de connaître quels sont les dysfonctionnements au niveau du cerveau pour pouvoir pallier, mais alors pallier d'une façon scientifique et rationnelle, des protocoles de musicothérapie ou d'art-thérapie pour ces enfants. Justement, vous proposez quelques protocoles aussi dans vos livres, n'est-ce pas ? Oui, au fait, je rapporte notamment ce qui a été fait, par exemple, dans l'Alzheimer. Vous savez que l'Alzheimer, c'est une maladie neurodégénérative qui semble être fréquente, qui est fréquente à partir de 65 ans. C'est plus d'une personne sur 10, et à partir de 85 ans, on peut aller jusqu'à 20% des personnes qui peuvent être atteintes par l'Alzheimer, où il y a les troubles de mémoire, une désorganisation des fonctions cognitives. Alors, on a remarqué que malgré une atrophie, malgré un rétrécissement du cerveau, ça va persister les capacités de perception. Alors, on propose aux Alzheimeriens des chants, de chanter ou de pratiquer la musique, parce qu'au fait, il subsiste des substrats d'apprentissage. Alors, toutes les études disent comme quoi la pratique de la musique et la pratique du chant a un effet préventif vis-à-vis de la maladie d'Alzheimer. Et donc, il y a une étude d'Hervé Platel et de Mathilde Groussard en 2010 qui dit que ceux qui en font et ceux qui pratiquent de la musique ont moins de risques de développer la maladie d'Alzheimer, donc les maladies neurodégénératives, entre autres, la maladie d'Alzheimer. Alors, la condition, c'est quoi ? Alors, il faut leur faire écouter à ces patients des chants qui ont un contexte autobiographique, c'est-à-dire des chants de l'enfance, des chants qui les ont marqués, que ce soit donc un chant, que ce soit un rythme, que ce soit un contenu mélodique affectif, et de le faire à répétition. Il faut stimuler ça. Et donc, à travers ça, vous pouvez voir le résultat, il est palpable, quand vous allez avoir le regard qui va briller, quand le masque cardiaque mortuaire qui va disparaître, donc vous avez déjà un gain par rapport à ça. Ça, c'est pour la maladie d'Alzheimer. Il y a aussi la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson, on peut rééduquer aujourd'hui en utilisant des musiques qui sont métronomiques, c'est-à-dire qu'il y a un rythme binaire, un 2/4 ou un 4/4. Alors, on va caler le pas du parkinsonien sur ces musiques-là pour éviter
Donc une attitude vicieuse pour éviter une mauvaise déambulation, pour éviter qu'il chute. Alors il faut utiliser aussi des musiques qui ont un contexte émotif, parce que quand on a vu les musiques qui nous émeuvent, secrètent, enfin il y a libération de la dopamine. Déclenche des réactions. Oui, il déclenche des réactions. Et donc cette dopamine, elle va être utile aussi pour la motricité. Alors il y a une étude qui a été faite à Montréal par Mac Curley. Alors elle a utilisé comme rythme le tango. Elle a utilisé un tango, elle a rééduqué avec elle a fait de la rééducation chez les malades qui sont atteints de Parkinson. Elle a vu qu'en fin de course, qu'il y avait un gain de 4 points sur une échelle qu'on appelle l'échelle de Berck. Donc voilà, donc en fait, ça sert bien à quelque chose. Ce n'est pas que le plaisir esthétique. La musique, elle peut aussi nous aider pour notre santé. Oui, c'est ça que je voulais vous dire. C'est très important, justement. Les vertus scientifiques. Oui, justement, vous en parlez. Maintenant, on va parler des activités créatives, justement, parce qu'il faut déjà le faire à la maison avec les enfants ou pour soi, tout simplement. Et c'est dans la rubrique de Wahida avec Wichel. Alors, depuis tout à l'heure, on parle de certains loisirs créatifs. Donc, on a remarqué que depuis quelques années, ils ont pris une immense place dans nos vies. Donc, même si on ne va pas dans des écoles pour les faire, on les pratique à la maison d'une manière directe ou indirecte. Vous allez voir que certains loisirs, ils nous rendent meilleurs ou ils nous font du bien. Et on a cette impression d'être apaisé, de nous avoir débarrassé de quelque chose. Donc, on commence par le coloriage. On peut tous avoir des crayons de couleur à la maison. Voilà, le coloriage, il n'est pas juste fait pour les enfants, même pour les adultes. D'ailleurs, il y a des livres pour les adultes, tout simplement. Soit on peut les acheter, on peut les trouver en vente, sinon on peut les télécharger sur Internet et on peut imprimer. On a plein de dessins ou de modèles à faire. Voilà, donc le dessin, le coloriage est très important dans nos vies. On peut rajouter des couleurs, on peut choisir les couleurs qu'on veut. Tout à l'heure, on a parlé de couleurs. Donc, les couleurs, ils font ressortir nos émotions, voilà, notre mood, si on peut dire ça comme ça. Et il y a plusieurs types de coloriage. Donc, pour les adultes, donc, il y a le mandala. C'est tout ce qu'on voit ici avec des dessins et généralement, ils sont en rang, ils sont plus compliqués, complexes, voilà. On peut choisir les couleurs qu'on veut, on peut les faire soit en noir et blanc ou en couleur. Il y a aussi... le zentang. Je vais dénoncer quelqu'un aujourd'hui, on va voir des images. Le zentang, c'est aussi un type d'art où on exprime sa manière d'être. Oui. Mounia, on connaît. Non, on connaît, voilà. Exactement ça. Avec plein de couleurs. Là, c'est... là, c'est une main... oui, d'accord. Donc, on s'est permis, j'explique, on s'est permis de prendre quelques photos de la page de Mounia parce que Mounia, elle fait du zentang, elle fait beaucoup de dessins. Exactement, je fais du zentang pour me détendre. Le zentang, là-bas, c'est du noir et blanc et c'est des... Voilà. Donc, à la base, c'est en noir et blanc et c'est un motif répétitif. Et moi, ce que je fais, j'aime pas parler de moi, mais ce que je fais, c'est que je mets de la couleur pour exprimer en plus ce que je ressens, on va dire, ou pour extérioriser ce qu'il y a à l'intérieur. Justement, j'ai dit, je vais profiter des professionnels aujourd'hui et leur dire, parce que Mounia utilise des couleurs, alors qu'à la base, c'est fait avec du noir et blanc. Et puis, toi, tu as choisi de choisir plusieurs couleurs, plein de couleurs là sur tes tableaux et tout. Elles sont magnifiques, ces créations. En fait, le noir et blanc, c'est des couleurs neutres. Et quand on met de la couleur, ça parle d'émotion. Chaque couleur représente une émotion. On a les couleurs froides ou chaudes qui parlent de nos états d'âme. Oui. Il y a aussi, j'ai remarqué un truc nouveau ici en Algérie, c'est le paint number, le tableau que nous voyons juste à côté de nous. Donc, on peut acheter un tableau, on choisit le dessin qu'on veut. Donc, en même temps, on reçoit un pack avec une peinture, un lot de peinture numéroté, des numéros. Et vous allez voir sur le tableau, il y a aussi des numéros. Donc, ce que je fais, je suis l'ordre numérique. Je viens directement utiliser les couleurs qui sont là avec des chiffres. Par exemple, le 9, je vais peindre le chiffre 9 avec cette couleur. Le 2, le 11. Et au final, je vais me retrouver avec un tableau comme ça. Après, nous, on peut choisir ce qu'on veut comme motif.
non seulement que ça va me prendre du temps pour me relaxer, pour sortir de ma routine, me retrouver dans ma bulle, parce que j'aime bien dire dans ma bulle. Voilà, on le voit, le tableau. Voilà, on le voit. C'est très minutieux, c'est très petit, donc on va se concentrer pour ne pas dépasser, pour faire tout doucement. Donc du coup, on va oublier tous les tracas du quotidien. Et ne pas oublier et ne pas confondre les couleurs surtout. Donc voilà, et au final, on peut très bien l'accrocher chez nous. On peut très bien l'accrocher chez nous, c'est vrai, parce que ça donnera un très joli tableau vu la photo qu'on a à côté. Mais il faut faire attention à ses yeux, c'est pour les personnes qui portent des lunettes, il faut porter des lunettes et y aller doucement. De la lumière projetée sur le support quand on travaille, c'est très important ça. Oui. Très bien, ça aide. Et justement, je voulais aussi demander à nos professionnels, c'est que parfois on s'oublie tellement et qu'on peut réaliser ce tableau en une nuit et on ne dort pas, mais le lendemain quand on se réveille, on n'est pas fatigué, on est bien. Peut-être juste qu'on peut avoir mal au cou. Mais on a cette sensation de bien-être, d'être relaxé. Justement. Quand on est détendu et quand on aime ce qu'on fait, nécessairement, on ne se fatigue pas. Ça ne devient pas une contrainte. On fait ça par passion, par amour. Et donc, on oublie les arcanes du temps. Hein. Quand on fait quelque chose avec passion, ça nous arrive. Moi, ça m'arrive personnellement d'écrire jusqu'à 1h, 2h du matin. Oui. Je suis tellement passionné par la chose que j'oublie l'aspect physique. Il y a une force mentale qui va se mettre en œuvre et puis voilà, on oublie complètement. Tout à fait. Moi, ce que je dis par rapport à l'art-thérapie, c'est que c'est la thérapie du bonheur. Parce que ça nous donne de la joie, de la satisfaction, on est content. On est auto-dopé. Voilà, ça booste. Vraiment, ça booste, ça régénère la personne. Voilà. Parce qu'en fait, on a déchargé les toxines, on a déchargé nos mauvaises ondes, on se régénère, on recharge nos batteries, on affronte une nouvelle journée avec vraiment un mental... Même si on ne dort pas, le lendemain, on se réveille, on est bien, requinqué, on a envie de croquer la vie à plein dents. Oui, parce qu'au fait, il n'y a pas de cortisol, il n'y a pas d'adrénaline, hein. Ce sont les substances toxiques, neurotoxiques pour l'organisme. Si vous avez des endorphines, de la dopamine, de la sérotonine, toutes ces substances-là, c'est les substances de bien-être, c'est des substances qui nous boostent, bien évidemment qu'on va se sentir bien. Il y a aussi un autre art qu'on utilise depuis toujours chez nous, on l'a observé chez nos grands-mères, nos grands-parents, c'est le tricotage et le crochet aussi. Donc aussi, on les voit ces derniers temps, on peut tricoter non seulement des objets pour les enfants, des doudous, des petites peluches, on peut même faire des objets de décoration à la maison. Et ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, le tricotage, c'est pas uniquement en hiver, on peut le faire tout au long de l'année, tout au long de l'année. Donc on peut même, en ce moment, on a de plus en plus de couleurs, on a un large choix de couleurs, et on peut... tout est disponible, c'est vrai. Exactement, tout est disponible. On peut utiliser des techniques du plus complexe au plus facile, tout simplement. À l'ancienne, allons jusqu'au macramé, par exemple, qui est vraiment moderne. C'est très tendance en ce moment. On fait des sacs, on fait des objets, les enfants on fait même des mandalas pour les murs avec le macramé, des décorations murales et tout. Je trouve ça magnifique. Il y a aussi un autre art qu'on apprécie tous, que la femme méditerranéenne apprécie le plus, c'est la cuisine. Donc la cuisine, oui, le fait de découper ses légumes, l'art culinaire. Voilà, cuisiner à la maison, c'est une thérapie aussi pour certains d'entre nous. Donc en découpant nos légumes, faire mijoter nos repas, ça nous avec les enfants. Oui, moi j'aime bien le faire avec les enfants, surtout quand ils sont jeunes, et ça aide à les faire manger des légumes parce que c'est eux qui les ont préparés. Il a plusieurs objectifs thérapeutiques, mis à part qu'on s'amuse et qu'on inculque des habitudes saines, il y a aussi l'apport thérapeutique qui est très très important. Et puis on a même nos gâteaux, quand on les fait, on est tellement concentré. En fait, j'ai discuté avant d'arriver sur le plateau, on discute un peu avec nos collègues et tout. La maquilleuse, elle m'a dit, on dirait quand la femme algérienne prépare un gâteau, on dirait une œuvre architecturale. C'est tellement beau, et elle me l'a dit avec tellement de manière. J'ai dit finalement une vraie œuvre d'art. C'est vrai, quand on voit les gâteaux, tout ce qui est gâteaux traditionnels chez nous, les formes, le glaçage et tout ça, et on se concentre pour faire bien, pour que ça soit joli et pour que ça soit de la même dimension. On fait une centaine surtout de pièces. aussi avec les caissettes et tout ça pour présenter une belle assiette. On se concentre tellement qu'on oublie les exactement. Et puis les enfants, c'est la passion. On ne peut pas faire un gâteau si on n'aime pas ce gâteau. Il y a une passion, une grosse part de passion pour faire ça. Exactement. Quand ça devient une corvée, c'est autre chose. Voilà. Tout à fait. Et puis chez les enfants, pour titiller le réveil, chez les enfants autistes aussi, c'est pour apprendre les formes, les couleurs, travailler la motricité fine. Ça veut dire que l'art culinaire apporte vraiment des bienfaits inestimables. Alors, on ne savait pas, pour beaucoup de personnes,
Ah, je vais devoir faire à manger. Qu'est-ce que je vais encore leur faire à manger? Comment ça va se passer? Alors que si on prend ça comme une thérapie, comme un bon moment de convivialité avec les enfants, surtout on les fait participer, ça pourrait transformer l'activité. Voilà. Justement, à l'école, comme on propose plusieurs ateliers, donc il y a l'art culinaire. Et les enfants donc, qui sont toujours passionnés par le mandala, parce qu'il y a le volet bricolage artistique, donc ils font de la récup. Ils sont contents d'aller à la maison, ramasser des objets sur lesquels il y a leur créativité qui travaille, leur imaginaire. Donc ils veulent faire des choses. Ils ramènent les bocaux, ils ramènent les rouleaux du papier essuie-tout par exemple. Et ils confectionnent des choses. Et puis il y a à côté le favori des enfants, c'est l'art culinaire. Hein. Ils veulent vraiment faire des choses avec. Donc on est là dans cette démarche de la thérapie du bonheur. Voilà, et maintenant il y a des courtes vidéos, on explique les recettes, on les facilite tellement que l'enfant il peut le faire sans danger, on va dire ça comme ça, sans danger. Et puis à chaque fois on se fait assister par ses parents pour allumer le feu. Et ça crée un petit échange en famille. Il y a aussi la danse. Ah oui, la danse. Moi je reviens tout le temps sur la danse. On se défoule. Souvent, il y a une expression, je suis en train de défouler. Oui ou non? Oui, il y a une discipline. Il y a une amie qui s'appelle France Cotte-Billman, qui est psychologue et psychanalyste, qui a fait un livre sur le mouvement. Elle est danse-thérapeute. Et donc, elle va même dans des hôpitaux pour rééduquer par le mouvement les malades qui sont atteints de maladies de Parkinson. Donc, la danse-thérapie, elle existe effectivement. Oui, c'est étudié, c'est très intéressant. Et j'ai vu même des vidéos justement à l'étranger où avant de se faire opérer, on leur fait écouter de la musique, danser aussi. Donc, avant de se faire opérer, plutôt écouter de la musique, hein, c'est pour diminuer justement le taux de cortisol, c'est pour libérer les hormones et les substances antidouleurs, hein, les hormones antalgiques, hein, c'est pour ça, c'est pour détendre, et même en réanimation aussi, hein, on fait écouter de la musique, c'est pour pouvoir éviter le stress de la réanimation. On est obligé de faire ça. Il y a des études qui ont montré que les gens qui écoutaient de la musique, c'est-à-dire là on peut voir le malade, on peut voir le résultat par les différents scopes, la tension, la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène, etc. Là on a des paramètres palpables que quand on fait écouter certaines musiques, on diminue les médicaments anesthésiques tellement que le malade il est détendu. Oui, et j'ai vu qu'on demande, quand il s'agit de lourdes opérations, on demande aux patients une playlist de ses chansons préférées. Et justement, une fois quand il est à la réanimation... À votre avis, on demande la playlist parce que la perception, justement, on va parler de perception musicale, parce que d'une personne à une autre, vous pouvez aimer le jazz, moi ne pas aimer le jazz, et donc ce n'est pas des protocoles standardisés. Parce qu'en fait, il faut personnaliser, parce que la perception dépend du vécu, des traditions culturelles, des habitudes d'écoute, de la façon de percevoir, et puis il faut savoir aussi, est-ce que la personne elle-même a cette capacité de percevoir? Alors, parce qu'il faut savoir que 5% de la population peut être amusique, aprivatif, c'est-à-dire qu'ils sont dénués de perception musicale. Là, ce n'est pas la peine de faire de musicothérapie chez eux. Les 5%, c'est congénital, ils naissent comme ça, soit après un traumatisme crânien, après un AVC. Après un AVC, c'est un bon pronostic. Alors, c'est quoi? C'est des personnes, vous allez leur faire écouter n'importe quelle musique, ils vous disent ça, c'est un chant braillard, c'est dénué de sens musical. Alors, la musique, il y a plusieurs sortes. Il y a la musique au rythme, il y a la musique à la mélodie, il y a la musique à l'harmonie. Et il y a un bon exemple. Il y a certains qui ont une amusie au rythme. Che Guevara avait une amusie au rythme. Quand on lui faisait écouter un foxtrot ou un autre rythme, il confondait avec les autres rythmes. Donc c'est une amusie rythmique. Alors que d'autres, c'est une amusie mélodique. Vous allez donner une mélodie, il va vous dire qu'il n'y a pas de sens musical. Donc c'est ça la musique. Donc il faut, pour revenir à la question, il faut qu'il y ait une bonne perception et il faut que ça s'adapte avec la tradition culturelle de la personne, son vécu personnel, son émotion personnelle. Donc après cela, vous allez avoir votre playlist. Très bien. Voilà. Et pour finir, l'écriture, c'est le remède, c'est poser des mots sur des mots, c'est exprimer ses pensées, faire confiance à sa feuille blanche, raconter, se confier. Donc on peut toujours écrire. Ce matin, on se disait avec Monia, ça nous arrive d'écrire et des années après, quand on relit, on dit waouh, j'ai traversé tout ça moi. Ouais. Et puis ça nous fait du bien, on ne se rend pas compte, on se dit voilà, peut-être que je n'ose pas. C'est pas oser spécialement, mais je ne trouve pas les mots pour exprimer ma douleur ou ma joie parfois parce qu'on est tellement heureux et content qu'on ne sait même pas s'exprimer et on prend sa feuille pour écrire tout simplement. C'est ce qu'on appelle la psychologie positive et c'est beaucoup utilisé dans le développement personnel. Maintenant, les thérapeutes conseillent
je ne sais pas si je peux dire aux patients d'aller vers la lecture, même s'ils se font suivre par des spécialistes, mais ils leur demandent à chaque fois de tenir un journal intime, c'est très important. Tout à fait. Pour les parkinsoniens, on recommande vivement l'écriture, déjà pour stimuler la mémoire. Avant tout, et puis cette démarche thérapeutique les aide en fait à stimuler tous leurs sens. Et donc sur un point de vue scientifique, ils répondent bien au protocole posé par les professionnels de la santé. Donc, j'avais juste un dernier, la lecture, il y a des avis qui diffèrent d'un professionnel à un autre. Certains disent que la lecture, elle est importante c'est une thérapie, c'est un art aussi, mais certains disent oui, mais c'est quelque chose, on lit une histoire d'une autre personne, c'est pas notre propre histoire, ça peut nous faire du bien, comme ça peut nous rendre peut-être un peu tristes et nous faire encore entrer dans une autre bulle, où on va vivre l'histoire. Il faut choisir ce qu'on lit. Quand il faut choisir ce qu'on écoute comme musique, ce qui nous fait du bien. Voilà, c'est ça. En résumé, c'est ça. En 2 mots, c'est ça. Tout à fait. Voilà, tout simplement. Très bien. Très bien. Voilà. Merci Wahida en tout cas pour toutes ces informations. Et je voulais justement vous poser une question. Alors, est-ce qu'à chaque mot, son art-thérapie ? Par exemple, comment choisir? On a un enfant par exemple qui est timide, qui est introverti. Vers quelle thérapie, art-thérapie, je vais l'orienter? En fait, oui. Il y a le psychiatre ou le psychologue, il y a un objectif thérapeutique derrière. Donc, il va orienter, on va dire, parce que c'est un travail pluridisciplinaire. Donc, on a le psychologue, on a le psychiatre, on a le physiothérapeute, le psychomotricien et l'art-thérapeute. Donc, il y a un objectif thérapeutique derrière et chacun va contribuer à atteindre cet objectif. D'accord? Et puis, ça dépend aussi du mal qu'on veut guérir. Voilà, qu'on veut guérir. Vous avez par exemple, dans la pratique musicale, quand on a un trouble de psychomotricité, c'est évident de suggérer la pratique d'un instrument de musique. Il y a certains instruments de musique qui favorisent une motricité fine. Hein. S'il fait de la guitare ou du violon, s'il apprend ça, avec le temps, il y aura une très bonne psychomotricité. On dit qu'il faut une main spéciale pour faire du violon. Non, mais ça s'acquiert. Voilà, justement. C'est des idées reçues, ça s'acquiert. Voilà. Tout ça s'acquiert. J'ai parlé tout à l'heure de neuroplasticité, c'est-à-dire qu'en faisant la musique, on va développer cette aptitude-là. Quand vous avez quelqu'un qui est agressif, par exemple, moi je suggère qu'il fasse de la batterie, de la percussion. C'est une expression médiatisée de l'agressivité, une percussion, une batterie. D'accord. Et puis, dans le cadre de socialisation, dans le cadre de relaxation, ça serait bien d'avoir des chorales. On néglige, c'est quelque chose à portée de tout le monde. Le chant est très important. On vit une vie très speed, on ne prend pas le soin de respirer ou de chanter. Vous savez que quand on respire profondément, le diaphragme est innervé par un nerf qu'on appelle le parasympathique, et quand il est étiré, quand on respire profondément, ce parasympathique-là va libérer de la sérotonine, qui est une substance qui nous relâche. Et donc, vous allez faire de la chorale, apprendre à respirer, apprendre à chanter, ça fait du bien pour le corps et pour l'entourage, puisqu'il y a une sociabilisation. Et donc après, c'est en fonction de ce qu'on veut, c'est en fonction de ce que le patient ou l'enfant a comme problème qu'on va lui suggérer une attitude thérapeutique ou un adjuvant thérapeutique qui va bien sûr être en harmonie avec son médecin traitant et avec sa pathologie. Très bien. Alors, baigner dans la musique dès le plus jeune âge, même dans le ventre de sa maman, on dit qu'à partir de l'âge de la grossesse, 4-5 mois, l'enfant est déjà bercé par la voix. Avant la voix, c'est les organes aussi qui... Tout à fait. Non, mais et la voix aussi de la maman. Non, mais c'est à partir du 5e, 6e mois que l'organe de l'audition va se former. Voilà. Au fait, le fœtus, à cet âge-là de développement embryonnaire, il est déjà familiarisé avec la voix de sa mère, il est familiarisé avec le gargouillis, avec les bruits des intestins, etc. Battement du cœur, mais à partir du 5e mois, le fœtus n'entendra que les voix basses, c'est-à-dire que les sonorités basses. Alors, il y a eu des expériences dans ce sens-là. Quand on fait écouter des sonorités basses, l'enfant, le fœtus, réagit. Il y a Feijo qui a utilisé
Pierre Elou de Prokofiev. Le basson, c'est un instrument. Il a expérimenté ça. Il a mis une baffe au niveau du ventre, au niveau de l'abdomen de la maman. Et quand il faisait écouter cette sonorité de basse, le fœtus avait tendance à se calmer. Mieux encore, à la naissance, il y a un conditionnement. Et quand il réécoute ce morceau-là de basson, il va encore se recalmer. Donc c'est pour vous dire que ça commence déjà au niveau du ventre de sa maman. Et au fait, les dernières recommandations de l'OMS, au fait, en 2019, l'OMS a analysé plus de 900 publications en rapport avec l'art-thérapie et la musicothérapie. Et donc, ils sont sortis par des conclusions très intéressantes. Ils ont dit que de la période gestative jusqu'en fin de vie, la musique a une influence positive. L'art plutôt, les activités artistiques ont une influence positive sur la santé de l'individu. Et les activités artistiques peuvent être un complément ou renforcer les protocoles thérapeutiques. Donc ça, c'est un rapport très intéressant de l'Organisation mondiale de la santé. Et la musique aussi, elle intervient aussi, elle stimule les fonctions cognitives des malades qui sont atteints par les démences comme la maladie d'Alzheimer. Et le chant tout particulièrement va stimuler l'attention, la mémoire épisodique et les fonctions exécutives. Donc ça, c'est vraiment les rapports de l'OMS. Très bien. Alors on peut commencer, que ce soit de la musique ou de l'art, à n'importe quel moment, dès le plus jeune âge. C'est le conseil que vous donnez aujourd'hui? Alors, ce n'est pas seulement dès le jeune âge. Attention, la neuroplasticité a prouvé aujourd'hui qu'on pouvait apprendre même à un âge très avancé. Donc, il ne faut pas avoir l'idée reçue que la personne a 40 ans, 50 ans, 60 ans. Quand j'étais prof de piano, j'avais des élèves de 50 ans, 55 ans. Donc je peux demain commencer à faire tout à fait. Justement, il faut enlever cette idée reçue comme quoi le cerveau est un organe immuable, il ne se développe plus à un certain âge. Non, à tout âge, il peut y avoir ces connexions nerveuses, cette neuroplasticité, on peut apprendre à tout âge. Très bien. Alors aujourd'hui, vous nous avez ramené aussi des créations de votre école. Donc c'est vos propres créations ou les créations de vos... Il y a un peu de tout. Oui. En fait, à travers les arts plastiques comme thérapie, il y a l'art du mandala. Donc c'est mon favori, je me suis passionnée dans cet art. Et donc le mandala qui représente le cercle, la totalité, l'ensemble de la chose. Donc, d'un point de vue thérapeutique, on boucle. On boucle la boucle. Ça veut dire qu'on va jusqu'au bout de son objectif. On va jusqu'au bout de sa thérapie ou de sa motivation. Si une personne ne finit pas ce qu'elle a commencé, ce n'est pas grave. Mais bien sûr. Si on entame, elle prend son temps et nous, on va au rythme du patient. Donc, il y a son objectif à lui, il y a l'objectif thérapeutique, mais après, ce n'est pas grave qu'il ne termine pas. L'important, c'est qu'il y a une ébauche faite sur laquelle on peut travailler. Oui, parce qu'en fait, en art-thérapie, c'est quoi? C'est mettre sa vie intérieure, son inconscient, ses rêves, ses aspirations. C'est pas pour une création esthétique, c'est quelque chose qui va parler. C'est ça la véritable art-thérapie. C'est vraiment mettre sa vie intérieure, créer des formes. C'est ce que je parlais tout à l'heure. Prinzorn a fait son livre Expression de la folie. C'est pour créer des formes, c'est pour suggérer, c'est pour parler, se parler à soi-même. C'est une forme d'auto-guérison, ça. Donc après l'aspect esthétique, c'est autre chose. Tout à fait. En tout cas, il y a deux courants. Il y a des thérapeutes qui encouragent à ce que ça soit exposé. Il y a d'autres qui ne sont pas vraiment d'accord. Parce que pour eux, on est en train d'étaler des intimités et que c'est nocif de le faire, en fait, pour le patient. Et ce n'est pas à accrocher. Parce qu'on ne cherche pas l'esthétique, justement. Et entre autres, on a des patients qui se découvrent un potentiel artistique et créatif et qui veulent aller loin, ils veulent développer, ils veulent s'améliorer, ils veulent adhérer et devenir artistes ou artisans. Voilà, justement. Et puis, pour les personnes qui ont des besoins spécifiques, je parle des autistes, je parle des trisomiques. À l'âge de 18 ans, ils quittent le centre pédagogique et psychologique. Donc, il n'y a pas de formation professionnelle. Ce qui fait qu'il y a par exemple, durant les années où on forme, on détecte des potentiels et ils veulent apprendre, ils veulent en faire un métier. Ce qui fait qu'on a fusionné ce côté artistique et artisanal à l'approche thérapeutique. Parce que comme il y a le travail de l'estime de soi,
Donc, ils sont fiers de réaliser des créations et de pouvoir les vendre, de pouvoir devenir autonomes. Ça aide à l'insertion professionnelle justement de cette frange de la société. Voilà, dans la dynamique économique du pays. En tout cas, merci beaucoup. On n'a plus de temps, je voulais vous remercier tous. Alors, Madame Fadela Aliwa, vous êtes directrice d'une école d'art-thérapie, vous êtes art-thérapeute et on a vu ce qu'on vient de voir à l'image, c'était justement les œuvres de vos mes stagiaires, mes apprenants et mes patients. Mes stagiaires, adhérents, voilà. Et avec nous aujourd'hui, monsieur docteur Mouloud Anougen, vous êtes Ounougen, pardon, Honoren, je suis désolée. Il n'y a pas de souci. Vous êtes neurochirurgien et vous êtes musicien et écrivain et vous avez édité 2 livres. Oui. Alors, le premier, c'est Influence de la musique sur le comportement humain, qui m'a été préfacé quand même par Louis Benabid, qui est quand même une sommité de la neurochirurgie. Ce premier livre est sorti il y a une dizaine d'années. Et le second, qui s'appelle La musique autrement, de la note à la thérapie. Donc, il est sorti il y a à peine 3-4 semaines. Donc, il est disponible pour ceux qui seraient intéressés pour s'approfondir. Donc, il est disponible si on veut l'acheter. Merci, Wahida, pour ta participation et tout ce que tu nous as donné comme information. Et nous, on se retrouve lundi, Inch'Allah. Je vous souhaite un bon week-end. Reposez-vous, profitez, faites de l'art, ça fait du bien. Et au revoir.